Qu'y a-t-il de si exceptionnel à piloter ce petit avion d'entraînement ?» Le rire partit comme une déflagration. Dans la salle de briefing, les échos résonnèrent en une contre les murs gris, se mêlant au bourdonnement des néons et au claquement sec des Iaragolad stylos sur les tables métalliques. Les pilotes de F-35A, 20 hommes en combinaison de vol sombre, se relayaient les plaisanteries avec la même précision qu'ils échangeaient leur trajectoire de vol. Leurs visages portèrent cette assurance propre à ceux qui savent qu'ils dominent la technologie la plus avancée du monde. Alyssa Grant, elle, resta immobile. Elle tenait son carnet ouvert, les doigts crispés sur un stylo bleu. Ses yeux fixaient les lignes de chiffres projetées sur l'écran. Pression atmosphérique, cisaillement des vents, prévision d'altitude, elle n'écoutait pas les rires ou faisait semblant de ne pas les entendre. Dans le reflet du verre de sa montre, elle voyait les silhouettes se pencher vers elle, chuchoter, s'amuser. Le capitaine Blake Hawk Reynolds prit la parole, sans même relever la tête de ses notes. « Soyons sérieux, les gars, si on confie à Freight Queen un exercice de formation, on risque de finir à l'épicerie du coin. » Éclat de rire général. Les épaules d'Alyssa se raidirent à peine, imperceptiblement. Le major Peterson, debout à côté de l'écran, fit mine de ne rien entendre. Officiellement, il ne tolérait pas les moqueries. Officieusement, il laissait faire. Mieux valait préserver la bonne humeur de l'escadrille vedette. « Reynolds, conclut-il, votre section prendra la route de Yuma à 0900. Grant, vous assurez le transfert logistique des pièces de rechange vers Falcon Ridge, fin du briefing. » Les sièges et chaises raclèrent le sol dans un fracas métallique. Les rires s'éloignèrent dans le couloir, se dissolvant dans l'odeur de café froid et de kérosène. Alyssa resta la dernière. Elle rangea ses notes méthodiquement, plia la carte météo qu'elle avait annotée et quitta la pièce sans un mot. Dehors, la chaleur du désert frappa comme une gifle. Redstone Air Base s'étendait devant elle. Hangar brûlé par le soleil, piste miroitante, mirage de chaleur oscillant au-dessus du tarmac. Des F-35A brillaient dans la lumière du matin, leurs coques anguleuses évoquant des prédateurs endormis. À l'extrémité de la piste, un avion plus petit, blanc et argenté, attendait. Le T-38 Talon. Son appareil, on disait qu'il datait d'avant sa naissance. Elle traversa la piste lentement, le vent soulevant la poussière. Chaque pas résonnait dans le silence vibrant de chaleur. Un technicien leva la tête de sous un fuselage et la salua d'un signe. Elle répondit d'un léger mouvement de menton. Personne ne la haïssait vraiment. On la tolérait comme une relique, un vestige utile pour les corvées, invisible dès qu'un chasseur rugissait dans le ciel. Dans le hangar, l'air sentait la graisse, le métal et l'orage lointain. Alyssa posa son carnet sur une table d'outils, enleva sa veste et fit le tour du T-38. Les rivets brillaient encore, malgré les années, les ailes portaient les cicatrices du soleil. Elle passa la main sur le métal chaud, comme on effleure une peau familière. « On dirait que c'est encore toi et moi », murmura-t-elle. Derrière elle, 2 jeunes mécaniciens échangeaient à voix basse. « Elle vole encore avec ce truc ?»« Ouais, elle dit que c'est pour des tests moteurs. »« Des tests à la tombée de la nuit ?» Un rire nerveux. « T'as entendu ? Il paraît qu'elle était dans les programmes secrets, avant. Un truc avec des vols sans radar. »« Ouais, et moi je suis astronaute. » Pause, puis un murmure plus bas. « Non mais, t'as déjà entendu ce nom, toi ? Spectre ?» Le mot resta suspendu dans l'air lourd du hangar. Alyssa ne bougea pas, mais son regard se durcit légèrement. Elle connaissait ce nom, ce fantôme du passé qu'on murmurait encore parfois dans les couloirs des anciens tests pilotes. Un indicatif oublié, rayé des registres, il y a 5 ans. Elle monta dans le cockpit, rabattit la verrière et le monde extérieur se tut. Les instruments s'allumèrent dans une douce lueur orangée. Ses doigts glissèrent sur les manettes, précis, mécaniques. Elle inspira profondément, écouta le ronflement grave du moteur. Le ciel du désert s'étendait devant elle, infini. En face, sur la piste principale, les F-35A attendaient chez leur tour, ailes de la gilet noire, arrogants, parfaits. Elle enclencha la radio interne, un crachotement, un code, puis le silence. Talon 7, essai moteur, secteur C12. Reçu, Talon 7, bonne chance, Freight Queen. Elle esquissa un sourire bref, sans joie. Puis, d'un geste ferme, elle poussa la manette. Le T-38 s'élança, avalant la piste dans un rugissement clair.
Le sable se souleva derrière elle, et la vieille machine, contre toute attente, quitta le sol avec une grâce tranquille. Là-haut, le désert se réduisit à une mer de cuivre et de poussière. Le soleil couchant incendiait l'horizon, les vents tournaient, formant des spirales invisibles que seuls ses yeux semblaient percevoir. Elle fit virer le talon, bascula sur le flanc et suivit la ligne de nuages minces à l'est. Les voix moqueuses du matin s'étaient éteintes. Il ne restait plus que le souffle du vent, la pulsation régulière du moteur, et ce calme que seuls connaissent ceux qui ont fait taire le monde. Au sol, les F-35 revenaient de mission, scintillant dans le crépuscule. De la tour d'observation, Reynolds leva les yeux, jumelle Habib Pemj à la main. Il la vit, un point argenté qui coupait le ciel dans une trajectoire parfaite. Il ricana. « Regardez-la » souffla-t-il à ses coéquipiers. « On dirait qu'elle a peur de descendre. » Mais Alvarez, le vieux mécanicien, se contenta de répondre « Non, elle attend juste le bon moment pour redescendre. » Le vent siffla entre les hangars, faisant vibrer les drapeaux. Et quelque part, dans le grondement lointain du moteur, il semblait murmurer un nom que personne n'osait prononcer à voix haute. Spectre. Le soleil d'Arizona écrasait la base aérienne de Redstone dès 7 heures du matin. La chaleur faisait trembler l'air, distordait les hangars, faisait miroiter le tarmac comme une mer d'argent. Le rugissement des réacteurs, les cris des mécaniciens, le cliquetis des outils, tout vibrait d'une énergie nerveuse. Alyssa Grant marchait entre les avions, casque à la main, les bottes traçant une ligne droite sur le béton. Personne ne la saluait vraiment. On se contentait d'un signe vague, d'un regard furtif. Ici, tout le monde connaissait son surnom. Freight Queen, une pilote sans prestige, reléguée au vol de fret, spectatrice tolérée du monde des chasseurs. Dans la cantine, c'était pire. Le rire de Reynolds y résonnait comme une signature. « Alors, Freight Queen, lança-t-il un matin, t'as livré tes cartons de pansement. » L'hilarité éclata aussitôt. Alyssa resta droite, son plateau entre les mains, le regard fixé sur une table vide. Elle s'assit seule, mangea lentement, sans lever les yeux. Ce silence, ce refus de réagir, les déstabilisait plus que n'importe quelle réponse. La rumeur grandissait. Elle aurait échoué au test psychologique de la formation avancée. Certains affirmaient qu'elle avait paniqué pendant un vol d'essai, qu'un commandant l'avait fait descendre pour instabilité émotionnelle. Personne ne savait la vérité. Personne ne cherchait à la savoir. L'après-midi, elle s'enfermait dans le hangar 12, un ancien atelier abandonné, poussiéreux, à moitié privé d'électricité. Là, entre les étagères d'outils rouillés, elle avait dressé une table, une lampe et des cartes aériennes tapissées de chiffres. Des schémas de vent, des courbes de pression, des notations en anglais, en code, parfois en formules mathématiques. On aurait dit la chambre d'un scientifique plus que celle d'un pilote. Quand le sergent-chef Alvarez, vieux mécanicien au regard d'acier, la vit un soir courbé sur ses calculs, il resta un instant à la porte. « Vous travaillez encore, da capitaine ?»« J'apprends, » répondit-elle simplement. « À voler ?» Elle esquissa un sourire discret. « À comprendre pourquoi les autres ne volent plus quand les instruments s'éteignent. » Alvarez la regarda en silence, hocha la tête et s'en alla. Il avait vu des pilotes de toutes sortes, mais cette femme, méthodique, patiente, concentrée au point d'en oublier le monde, lui rappelait ceux qu'on appelait autrefois les pionniers. Ceux qui volaient avant que les machines ne pensent à leur place. Chaque soir, Alyssa sortait le vieux T-38, talon du hangar. L'avion, cabossé par le temps, luisait sous les projecteurs comme une relique. Les autres pilotes le traitaient de ferraille volante, mais dans ses mains, il devenait un instrument d'une précision rare. Elle décollait toujours seule, sans observateur, sans témoin, pour ce qu'elle appelait des tests moteurs. Mais ces vols n'avaient rien de technique. Là-haut, elle coupait le GPS, désactivait les aides de navigation et laissait le ciel lui parler. Les vents tourbillonnaient, invisibles, mais elle les sentait sur les ailes comme des pulsations. Elle ajustait le manche, modifiait l'angle, lisait les pressions comme d'autres lisent les mots. Chaque vol était un dialogue silencieux entre elle et le ciel. Un soir, alors qu'elle revenait, elle croisa Reynolds sur le tarmac. Il descendait de son F-35, casqué, couvert de sueur et d'arrogance. « Toujours à t'amuser avec ton jouet de musée ?» lança-t-il. Alyssa s'arrêta, ses bottes dans la poussière. « Il vole encore », répondit-elle simplement. Reynolds rit, fit un geste vague.
Ouais, comme une bicyclette peut-être. Elle passa sans un mot. Mais Alvarez, qui observait la scène depuis la porte du hangar, remarqua la tension dans ses épaules. Elle ne haïssait pas Reynolds. Elle l'attendait. La nuit tombait, et le hangar se remplissait d'ombre. Alyssa alluma une lampe, sortit un carnet usé, et inscrivit quelques mots. Les vents de surface sont imprévisibles. Ceux des hauteurs, jamais. Puis, elle accrocha la feuille au mur, au-dessus de son tableau de calcul. Ses yeux s'attardèrent sur une photo jaunie, glissée sous un ruban adhésif. Un T-38 identique au sien, mais avec un marquage différent. SPC 77. Sous la photo, une inscription effacée. Spectre, essai confirmé. Dehors, les F-35 rugissaient encore, rentrant de mission dans un grondement de tonnerre. Alyssa regarda les lumières clignotantes disparaître dans la nuit, puis posa une main sur la coque froide du talon. « Il vole haut », murmura-t-elle. Mais il ne regarde ni plus le ciel. Le lendemain, à la radio, les voix moqueuses reprirent leur jeu. Elle n'écouta pas. Elle traça des lignes sur une carte, ajusta une courbe, vérifia la pression atmosphérique du secteur nord. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux, eux, calculaient. Au-dessus de la base, les vents changeaient, et dans le hangar 12, le calme avant la tempête avait déjà commencé. La nuit tombait sur Redstone comme une couverture de velours brûlant. Le désert s'assombrissait, les cigales se taisaient, et les hangars semblaient retenir leur souffle. Au loin, les derniers F-35 atterrissèrent dans un vacarme de tonnerre, laissant derrière eux des traînées de chaleur qui ondulaient dans l'air. Quand les projecteurs s'éteignaient un à un seul endroit restait encore illuminé. Le hangar 12. À l'intérieur, la lumière d'une vieille lampe oscillait sur des cartes froissées. Alyssa Grant était là, seule, assise sur un tabouret de métal. Sur la table, elle avait disposé ses carnets, une boussole, un anémomètre portatif et une vieille radio désossée. Des lignes et des chiffres couvraient les murs. Schéma de vent, trajectoire de turbulence, calcul de cisaillement. Tout semblait désordonné, mais chaque marque, chaque chiffre avait un sens. Elle retira ses gants, posa ses mains sur la surface froide du métal et resta immobile un long moment. Le bruit du désert se filtrait à travers les parois du hangar, le sifflement du vent, les crépitements des lampes. Puis, elle prit une feuille, y inscrivit quelques mots. Zone de brouillage, fréquence instable à 38,4 MHz. Vent d'ouest, 42 nœuds. Elle traçait, effaçait, recommençait, comme si elle cherchait à déchiffrer une langue oubliée. Le sergent Alvarez entra sans bruit, une tasse de café à la main. « Vous dormez encore ici ?» Alyssa leva les yeux à peine, un léger sourire au coin des lèvres. « Je dors mieux quand le vent parle. » Alvarez observa les cartes. Il y avait là des modèles d'atmosphère, des annotations techniques que même lui ne comprenait pas. « Tout ça, c'est pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pour quand les machines se tairont ?» Il resta silencieux. « Ils disent là que vous étiez dans le programme de test, » murmura-t-il enfin, « que vous avez volé sur des zones sans signal, dans les couloirs électromagnétiques. C'est vrai ?» Alyssa ne répondit pas tout de suite. Elle replaça une carte sur le mur. « Les rumeurs ne sont pas toujours fausses, dit-elle simplement, mais elles oublient toujours pourquoi. » Alvarez hocha la tête. « Ils vous sous-estiment, capitaine. » Elle le regarda fixement. « Non, ils ne comprennent juste pas que je ne suis pas ici pour voler contre eux. » Alors pourquoi ? Elle détourna les yeux vers la verrière du T-38, où la lune dessinait une lueur blanche. Pour apprendre à survivre quand plus rien d'autre ne fonctionne. Le vieux mécanicien comprit qu'elle parlait d'autre chose que de vol. Il la laissa à sa solitude. Quand la porte se referma, Alyssa resta un instant sans bouger. Son regard s'attarda sur une photo punaisée au mur. Un groupe de pilotes d'essai, jeunes, souriants, debout devant un avion sans marque. En bas, une inscription presque effacée. Projet Spectre, Redacted, 2018. Elle effleura la photo du bout des doigts. Un instant, ses traits se durcirent, puis elle se remit au travail. Les heures s'étiraient. Sur la piste, tout était endormi, mais à l'intérieur du hangar 12, on aurait dit qu'un cœur battait dans la nuit. La radio grésillait, l'air vibrait au rythme des annotations qu'elle murmurait pour elle-même. Si les couches de pression se déplacent, alors les signaux meurent. Mais le vent reste stable, toujours stable. Elle nota encore quelques valeurs, les relia entre elles par une courbe élégante.
Puis, lentement, elle éteignit la lampe. Le hangar plongea dans l'obscurité. Le silence s'installa, épais, presque sacré. Mais ce silence n'était pas vide, il respirait. On entendait à peine le murmure du vent qui glissait à travers les fissures du toit comme une voix qui chuchotait son nom. Le lendemain matin, la rumeur d'un nouvel incident s'était répandue. Pendant un exercice de simulation, le lieutenant Daniels avait perdu le contrôle de son appareil virtuel à cause d'une interférence radio. Les autres pilotes en riaient, mais Alyssa, elle, prit des notes. Quelque chose changeait dans l'atmosphère. Le soir venu, elle monta de nouveau à bord du Talon. Le moteur vibra sous ses pieds, les cadrans s'allumèrent dans une lueur orange. « Talon 7, essai moteur, secteur Charlie 12 », annonça-t-elle. « Reçu, Talon 7 », répondit la tour, fatiguée. Elle poussa la manette, décolla dans un rugissement clair. L'air nocturne était lourd, chargé d'électricité. En montant, elle sentit les vents se croiser comme des courants contraires. À 10 000 mètres, la radio se coupa brusquement. Bruit blanc, parasite, puis plus rien. Alyssa ferma les yeux. Elle inspira profondément, sentit la pression sur les ailes, le souffle des courants. Pas de radar, pas de signal, seulement elle, le moteur et le ciel. Elle ajusta sa trajectoire à l'instinct. Quelques secondes plus tard, le signal revint, clair comme un battement de cœur. Contrôle, ici Talon 7, test complet. Reçu Talon 7, quelle interférence là-haut? Pas une interférence, répondit-elle doucement. Un avertissement. Elle atterrit 20 minutes plus tard, se gara devant le hangar 12. Personne ne l'attendait, mais Alvarez, en sortant de l'atelier, l'aperçut descendre du cockpit. Il la vit lever les yeux vers le ciel noir, un éclat dur dans le regard. Ce soir-là, le vent soufflait différemment. Et pour la première fois, Redstone sembla respirer avec un rythme inquiet, comme si la base elle-même pressentait qu'une tempête approchait. L'aube s'étira sur Redstone avec une lumière inhabituelle. Le ciel semblait plus clair que jamais, presque métallique, comme si le désert lui-même retenait sa respiration. Dans la tour de contrôle, un opérateur fronça les sourcils. Un grésillement léger passait sur toutes les fréquences. « Brouillage léger sur la bande militaire », signala-t-il. « Rien d'inquiétant », répondit son chef. « Un orage solaire, peut-être. » Mais cette fois, l'explication banale allait devenir une alerte rouge. À 01h, 4 F-35A Lightning II roulèrent sur la piste. Mission de routine, reconnaissance météo et calibrage radar. En tête, le capitaine Blake Hawk Reynolds. Il lança un regard complice à ses hommes avant le décollage. 10 minutes d'air chaud, les gars. On rentre avant le café. Les moteurs rugirent et la formation s'envola vers l'ouest, leurs ailes noires tranchant la lumière. Au sol, Alyssa Grant préparait son T-38 Talon. Une mission logistique sans éclat, transport de matériel médical vers Falcon Ridge. Mais quelque chose la troublait. Sur les instruments météo, les flux de vent affichaient des écarts anormaux. Elle se souvenait de ces chiffres, le même motif qu'elle avait observé lors de ses simulations sur le brouillage atmosphérique. À 09h37, tout bascula. Dans les cockpits des F-35, les écrans clignotèrent, puis s'éteignirent donc d'un coup. Le HUD noir, le radar muet, les commandes électroniques inertes. Contrôle, ici Hawk In, vous me recevez? Silence. Hawk 2, tu m'entends? Négatif, plus rien sur toutes les bandes. Hawk 3, garde le cap. Quel cap? J'ai perdu l'horizon. Dans la tour, les signaux disparurent un à un des écrans. Le major Peterson aboya. On perd la formation Hawk. Les techniciens tentèrent de rétablir les canaux, mais les interférences montaient comme une marée invisible. Activité solaire maximale, annonça un ingénieur. Champ électromagnétique saturé. Dans le hangar secondaire, Alyssa vérifiait encore ses câbles lorsque la voix brouillée du réseau militaire s'invita dans son casque. Perte totale. Radar mort. Besoin d'assistance. Le souffle du vent passa dans le micro. Elle reconnut immédiatement le schéma de bruit. Les interférences correspondaient à celles qu'elle avait cartographiées pendant des mois. Le phénomène qu'aucun radar ne pouvait percer. Elle inspira lentement, fixa la carte des vents, puis attrapa le micro. Contrôle Redstone, ici Cargo 7, Spectre en position. Un silence de plomb envahit la salle de contrôle. Les opérateurs échangèrent des regards interdits. Ce nom de code n'avait pas été prononcé depuis 5 ans. Le major Peterson blêmit. Répétez votre indicatif. Spectre.
confirma Alyssa d'une voix calme. Code Tango 77. Les écrans s'illuminèrent du soudain. Une ligne cryptée du commandement central s'ouvrit. Réactivation autorisée, Spectre opérationnel. Alyssa ferma la verrière. Le moteur du T-38 rugit, déchirant le silence. Elle s'élança sur la piste secondaire et quitta le sol dans un cri de métal. Là-haut, les 4 F-35 dérivaient dans un brouillard électromagnétique. Les pilotes perdirent leur repère, prisonniers d'un ciel sans horizon. La panique montait. « Contrôle, ici Hawk 1, on tourne en rond !» Puis, au milieu du chaos radio, une voix claire fendit le vacarme. « Hawk 1, ici Spectre. Coupez l'autopilote. Cap 045. » Reynolds sursauta. « Qui parle ? Restez sur ma trajectoire. Faites confiance à vos yeux. » Il leva la tête et aperçut un éclat blanc au loin. Un T-38, minuscule, avançant avec une assurance tranquille. La voix reprit. « Suivez la ligne des nuages. Maintenez vitesse subsonique. » Reynolds hésita une seconde, puis obéit. Pendant 30 longues minutes, Alyssa guida les 4 appareils à travers la tempête invisible. Elle volait sans radar, lisant le vent et la lumière comme un langage ancien. Ses doigts effleuraient les commandes avec une précision chirurgicale. Dans le silence du ciel saturé d'électricité, sa voix restait calme, presque apaisante. Hawk 3 descendait de 100 mètres. Reçu, Spectre. Hawk 2 stabilisé à 220 nœuds. Copié. Peu à peu, les instruments des F-35 recommencèrent à répondre. Un à un, les écrans se rallumèrent, les radars retrouvèrent le signal. « On sort du champ », annonça Parker, haletant, et soudain la base apparut sous eux, éclatante dans le soleil. Alyssa prit la tête de la formation et mena les 4 chasseurs jusqu'à la piste principale. Ils se posèrent les uns après les autres, moteurs rugissant encore du choc. Quand Reynolds descendit de son cockpit, les jambes tremblantes, il chercha du regard la silhouette du T-38. Alyssa venait d'ôter son casque. Son visage restait impassible. Autour d'elle, le silence s'étendit. Alvarez s'approcha doucement de Reynolds. « Tu l'as vu ?»« Ouais, » répondit-il d'une voix basse. Il resta un long moment sans parler, puis ajouta « Je me suis moqué d'elle chaque jour, et c'est sa voix qui m'a ramené vivant. » Sur le tarmac, le vent souffla, chaud, sec, presque solennel, et au-dessus des hangars, le ciel vibrait encore d'un murmure invisible, comme s'il retenait le nom qu'il venait d'entendre renaître. Spectre. Sur la base de Redstone, le silence s'étira longtemps après l'atterrissage. Même les moteurs encore chauds semblaient en se taire par respect. Les opérateurs, figés derrière leur console, se demandaient tout la même chose. Spectre. C'était donc elle ? Le major Peterson fixait la piste à travers la baie vitrée de la tour de contrôle. Le vieux T-38 roulait lentement vers son hangar, escorté par 4 F-35 flambant neufs. Un contraste presque symbolique, la légende oubliée et la technologie du futur volant côte à côte. Reynolds descendit de son appareil, les jambes encore tremblantes. Il retira son casque, chercha du regard la silhouette d'Alyssa. Elle marchait tranquillement vers le hangar 12, casque sous le bras, sans un mot pour personne. Aucune gloire, aucun geste triomphal, juste le calme d'une femme qui venait de faire ce qu'elle devait. « C'était bien elle », murmura un technicien. « Qui ?»« Spectre, celle du programme des essais secrets, celle qu'on disait disparue. Dans les bureaux du commandement, les lignes cryptées s'illuminaient une à une. Des rapports fusaient entre Redstone et le siège du Air Command. Réactivation non autorisée, succès total, pertes évitées. Un officier à Washington lâcha seulement. Si elle a repris ce code, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Pendant ce temps, dans le hangar, Alyssa vérifiait son appareil. Ses gestes étaient méthodiques, précis, comme toujours. Le T-38 vibrait encore du vol. Elle posa une main sur la carlingue, ferma les yeux un instant. Le métal chaud pulsait sous ses doigts. « C'était donc vrai ?» dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Le sergent Alvarez, bras croisés, la regardait avec un mélange d'admiration et de fatigue. « Vous saviez que tout le monde allait vous reconnaître ?» Alyssa esquissa un sourire. « Peu importe, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous venez de sauver 4 pilotes qui se moquaient de vous hier encore. Je ne vole pas pour eux, sergent, je vole pour le ciel. » Il hocha lentement la tête. « Le ciel vous doit une dette. » Dehors, les hangars bourdonnaient d'une agitation nouvelle. Les rumeurs couraient plus vite que le vent du désert. On racontait que Freight Queen était une couverture,
que la femme reléguée au vol de fret n'était autre qu'une ancienne pilote d'essai du programme Spectre, l'un des plus secrets de l'Air Command. Une légende effacée des registres après un accident classifié. Les plus jeunes pilotes n'y croyaient pas. « Impossible, dit Parker, encore pâle. C'est une histoire pour nous faire honte, ajouta Daniels. Mais Reynolds, lui, savait. Il avait entendu cette voix, calme au milieu du chaos. Il avait vu la précision de ses manœuvres, la maîtrise absolue. Et aucun simulateur n'enseignait ce genre de sang-froid. Ce soir-là, la base entière semblait suspendue à un murmure. Partout, le même nom revenait dans les conversations. Spectre, le fantôme du passé. La pilote qu'on croyait disparue et qui venait de sauver 4 chasseurs invisibles. Le colonel Whitmore, commandant de Redstone, convoqua une réunion d'urgence. La salle était pleine, pilotes, officiers, techniciens. Reynolds entra le premier, suivi des 3 autres rescapés. Alyssa arriva en dernier, toujours aussi calme, son dossier sous le bras. Les conversations s'interrompirent aussitôt. Whitmore prit la parole. « Capitaine Grant, vos actions de ce matin ont empêché une catastrophe. »« Ce n'était qu'un vol, monsieur. »« Un vol, oui, mais sans vous, nous aurions perdu 4 appareils et leurs équipages. » Un silence pesant suivit. Reynolds se leva. Son regard croisa celui d'Alyssa. « Je veux juste dire merci, » murmura-t-il. Elle hocha simplement la tête, sans répondre. Quand la réunion prit fin, Whitmore la retint quelques secondes. « Pourquoi avoir réactivé ce code, capitaine ? » ?»« Parce que personne d'autre n'aurait su quoi faire. »« Vous réalisez que vous avez enfreint la chaîne de commandement ? » ?»« Oui, monsieur. » Il la fixa longuement, puis soupira. « Dans ce cas, je suppose que je vais devoir fermer les yeux. » Dehors, la nuit tombait sur Redstone. Les hangars baignaient dans une lueur dorée. Les pilotes rentraient, les moteurs s'éteignaient un à un. Reynolds attendait près de la piste. Quand Alyssa passa devant lui, il parla sans la regarder. « J'ai ri de vous pendant des mois, et vous m'avez ramené en vie. Ce n'est rien, capitaine. »« Non, dit-il, c'est tout. » Elle s'arrêta, tourna la tête. « Ce que vous avez vu là-haut, dit-elle doucement, ce n'est pas de la magie, c'est juste du travail, du silence, de la patience et du vent. » Puis elle s'éloigna, sa silhouette se fondant dans la nuit. Le désert vibrait d'un calme étrange, comme si l'air lui-même se souvenait. Et pour la première fois, Reynolds comprit ce qu'Alvarez voulait dire. Elle n'avait jamais cessé d'attendre. Spectre était de retour, et Redstone n'allait plus jamais voler de la même manière. Les jours qui suivirent l'incident furent étranges. Le ciel d'Arizona semblait plus lourd, comme s'il portait encore les traces de la tempête invisible. Sur la base, tout le monde parlait du même événement. 4 F-35 perdus, puis sauvés par un avion vieux de 40 ans, piloté par une femme que personne ne respectait la veille encore. Mais l'admiration ne dura pas. Très vite, la fierté blessée des pilotes reprit le dessus. Les murmures commencèrent à circuler dans les couloirs. Elle a juste eu de la chance. Ce n'était qu'un coup de hasard atmosphérique. Le contrôle a sûrement relayé ses ordres à sa place. Reynolds, d'ordinaire si sûr de lui, gardait le silence. Chaque fois qu'il croisait Alyssa, il voulait lui parler, mais aucun mot ne semblait convenir. Elle, de son côté, agissait comme si rien ne s'était passé. Même uniforme, même routine, même vol de fret. Un soir, dans la salle des pilotes, les discussions devinrent plus tendues. Daniel, les coudes donc sur la table, lança. « Vous croyez vraiment à cette histoire de Spectre ? Ce code a été radié depuis des années. Pourtant, elle l'a utilisé, » répondit Vega. « Ouais, et alors ? On dirait qu'elle s'est juste approprié un mythe pour briller un instant. » Un rire nerveux accompagna sa phrase. Reynolds, assis à l'écart, posa lentement son verre. « Ce n'était pas de la chance, » dit-il. Le silence tomba. Là-haut, elle savait exactement où aller. « Tu veux dire qu'elle t'a sauvé ?» ironisa Daniels. Reynolds le fixa droit dans les yeux. « Oui. Et toi ? Tu serais mort. » La tension monta. Daniel serra les poings, mais le colonel Whitmore entra à ce moment-là, coupant court à la dispute. « Demain, briefing général. Tous les officiers pilotes présents. » Le lendemain, à 0J13, la salle de conférence était pleine. Whitmore prit la parole. L'incident du 14 septembre a mis en évidence nos faiblesses. Il marqua une pause, son regard passant d'Alyssa à Reynolds. Et notre plus grande force,
Des murmures parcoururent la salle. Puis il ajouta « Afin de lever tout doute, j'autorise un exercice exceptionnel. 2 pilotes, 2 simulateurs. Conditions identiques à celles de la tempête solaire. Objectif, franchir la zone d'interférence et revenir à la base. » Reynolds comprit aussitôt le sous-entendu. « Vous voulez dire un test entre moi et elle ?» Whitmore acquiesça. « Exactement. » Les regards se tournèrent vers Alyssa. Elle ne broncha pas. « J'accepte. » Le lendemain, la base entière s'entassa dans le centre de simulation. 2 cabines, 2 cockpits reliés à un mur d'écran géant. D'un côté, le F-35 virtuel de Reynolds, bardé de capteurs dernier cri. De l'autre, le simulateur vieillissant du T-38, qu'Alyssa avait fait remettre en état la veille. « Test 1, » déclara Whitmore. « Navigation en brouillage total. Pilote Reynolds, vous avez la main. » Le capitaine s'installa, casque sur les oreilles, sourire forcé. Le compte à rebours s'enclencha. Les écrans s'illuminèrent d'un ciel artificiel, saturé d'interférences. Au bout de 2 minutes, les alarmes retentirent. Reynolds corrigea, vira, tenta une ascension. Ses instruments affichaient des valeurs absurdes. Sur l'écran principal, sa trajectoire devenait un chaos de lignes. Au bout de 12 minutes, il sortit enfin du champ brouillé, épuisé, transpirant. Temps. 12:38. Erreur. Multiple. Whitmore hocha la tête. Capitaine Grant, à vous. Alyssa entra dans le simulateur du T-38, sans expression. Elle ferma les yeux 30 secondes, écouta les sons parasites, puis commença. L'avion virtuel s'enfonça dans la tempête électromagnétique. Ses gestes étaient allés précis, presque lents. Elle ajusta l'altitude, changea de couche d'air, suivit les flux invisibles que personne d'autre ne percevait. 4 minutes plus tard, le T-38 ressortait du champ. Cap parfait. Consommation minimale. Aucune erreur. La salle demeura muette. Reynolds, blême, détourna le regard. Mais Whitmore n'en avait pas fini. Deuxième test. Combat aérien libre. 6 minutes. Le murmure des spectateurs devint un grondement. C'était le terrain de Reynolds. La domination technologique, la puissance brute. Les simulateurs s'activèrent. Dès la première minute, le F-35 prit l'avantage. Ses missiles virtuels fusaient, son radar verrouillait sans relâche. Alyssa esquivait, silencieuse, disparaissant du champ de détection. À la 4e minute, elle renversa la situation. Une manœuvre plate, d'une précision impossible à anticiper. Le signal de tir retentit. Cible détruite. Un cri parcourut la salle. Reynolds protesta. « C'est un bug ?»« Recommençons, » dit Alyssa calmement. Le deuxième duel dura à peine 5 minutes. Même résultat. Puis un troisième. Troisième victoire d'Alyssa. Quand les lumières se rallumèrent, plus personne ne riait. Reynolds retira son casque, le regard vide. Alyssa posa doucement le sien et se leva. Whitmore brisa le silence. Voilà pourquoi on l'appelait Spectre. Personne n'osa applaudir. Même Daniels, d'habitude si bruyant, resta figé. Honteux. Reynolds s'approcha d'elle. Il s'agenouilla, lentement. « Je suis désolé, dit-il, sa voix tremblait à peine. Apprenez-moi. » Alyssa le fixa quelques secondes, puis répondit simplement « Demain. 22 heures, hangar 12. » Et sans un mot de plus, elle quitta la salle, laissant derrière elle une escadrille entière silencieuse et un capitaine qui venait de découvrir que la vraie maîtrise n'avait rien à voir avec la technologie, mais tout à voir avec le silence. La salle de simulation était plongée dans une lumière blafarde, les écrans s'étaient éteints, mais l'électricité restait suspendue dans l'air, une tension presque physique. Personne ne parlait. On n'entendait que le cliquetis des bottes sur le sol et le bourdonnement des systèmes encore chauds. Alyssa Grant quitta la pièce sans se retourner. Le colonel Whitmore la regarda s'éloigner, mains croisées dans le dos, avant de murmurer « Vous venez d'assister à une démonstration, messieurs, pas à un miracle. » Reynolds resta debout, casque en main, le regard vide. Le rire qu'il portait comme une seconde peau avait disparu. Tout ce qu'il ressentait, c'était une brûlure d'humiliation mêlée à quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Du respect. Le lendemain, 22 heures ans. Le hangar 12 baignait dans la lumière jaune d'une seule ampoule. L'air sentait l'huile et la poussière. Reynolds arriva à l'heure en uniforme, le carnet qu'il n'avait jamais utilisé à la main. Alyssa l'attendait, debout devant une table couverte de cartes. « Vous êtes venu ? Vous l'aviez ordonné. »« Non. »
répondit-elle. Je ne donne pas d'ordre, je propose un choix. Il hocha la tête. Alors je choisis d'apprendre. Elle posa une craie sur le tableau et écrivit 3 mots. Vent, silence, observation. Voici vos nouvelles armes, dit-elle. Reynolds esquissa un sourire nerveux. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école des chasseurs. Jijian, c'est pour ça que la plupart d'entre vous volent sans comprendre ce qu'ils traversent. Pendant 2 heures, elle lui parla de flux d'air, de densité, de fréquence radio, mais surtout de silence. Quand tout tombe en panne, c'est le vent qui parle. Elle fit glisser une main sur une carte d'altitude. Les couches d'air sont des rivières. Si vous les écoutez, elles vous guident. Reynolds l'écoutait comme un élève. Chaque mot semblait creuser une fissure dans son orgueil. À minuit, Alyssa éteignit la lampe. « Vous reviendrez demain. »« Je reviendrai. » Les jours suivants, le hangar 12 devint un lieu vivant. Au début, Reynolds venait seul, puis discrètement, Parker et Vega l'accompagnèrent. Ils s'asseyaient sur des caisses, prenaient des notes, parfois en silence, parfois fascinés. Alyssa enseignait sans hausser la voix. Elle dessinait sur le tableau, traçait des arcs de vent, des pressions, des calculs impossibles à trouver dans un manuel. Un soir, Parker osa demander « Pourquoi ne pas enseigner ça officiellement ?» Elle haussa les épaules. « Parce que personne n'écoute ce qui n'entre pas dans les procédures. » « Et pourtant, vous avez sauvé 4 F-35. »« Non, » corrigea-t-elle. « Le ciel m'a laissé passer. Ce n'est pas la même chose. Bientôt, le bruit se répandit. Le hangar 12 est ouvert la nuit. Des jeunes pilotes curieux commencèrent à venir, d'abord par défi, puis par besoin. Ils s'installaient dans l'ombre, prenaient des notes, posèrent des questions qu'ils n'auraient jamais osé poser ailleurs. Alyssa les laissait faire, répondant avec calme, parfois avec cette ironie douce qui faisait taire les plus arrogants. Une nuit, Reynolds arriva en retard. Le hangar était déjà plein. Il se glissa discrètement au fond, écoutant Alyssa expliquer comment lire les turbulences sans instrument. « Les avions modernes oublient le vent, dit-elle, mais lui, il ne vous oublie jamais. » Elle fit une pause, puis ajouta « Le silence est votre meilleur allié. Quand tout devient bruit, coupez tout et écoutez. » Un frisson parcourut la salle. Personne n'osait bouger. Même Alvarez, adossé à la porte, retenait son souffle. Quand la leçon prit fin, Reynolds s'approcha d'elle. « Vous savez que vous êtes en train de changer la base entière, dit-il. » Alyssa sourit légèrement. « Je ne change rien. J'enlève juste le bruit. » Le lendemain, Whitmore reçut un rapport inattendu. Baisse des erreurs de vol, coordination améliorée, morale en hausse. Même le service technique remarquait une chose. Les jeunes pilotes passaient plus de temps à observer les conditions météo qu'à discuter dans le mess. Un soir, alors que le hangar se vidait, Reynolds resta seul avec elle. « Vous aviez raison, » murmura-t-il. « Sur quoi ?»« Le silence. On l'entend seulement quand on a tout perdu. »« Et qu'avez-vous perdu ?» Il la regarda longuement. « Mon orgueil. » Elle se tut un instant, puis répondit « Alors vous commencez à voler. » Dehors, le vent se leva, caressant les murs du hangar. Les drapeaux claquaient, le désert respirait. Et dans ce murmure d'air chaud, Redstone commençait à changer. Les rires moqueurs d'autrefois s'étaient tus. À la place, une étrange discipline s'installait, faite de calme, de respect et d'écoute. Le vieux talon, garé au fond du hangar, semblait observer tout cela en silence. Sous sa verrière poussiéreuse, un reflet vibrait, le fantôme d'un indicatif qu'on avait voulu effacer. Spectre. Et désormais, ce nom n'appartenait plus au passé. Il devenait une méthode, une école, un héritage. Le hangar 12 n'était plus un lieu abandonné. Chaque soir, à 22 heures précises, la lumière jaune filtrait à travers les interstices des volets et les silhouettes des pilotes se glissaient discrètement à l'intérieur. Pas d'ordres officiels, pas de consignes du commandement. Juste un murmure qui se répétait de bouche en bouche. « Va au hangar 12, écoute Spectre. » Alyssa ne faisait aucun discours. Elle traçait des lignes sur le tableau, expliquait les flux de vent, la gravité, les pressions, puis se taisait. Ses mots étaient rares, précis, toujours nécessaires. Elle disait souvent « Vous croyez voler parce que vos instruments le disent, mais c'est le ciel qui décide si vous êtes vraiment en vol. » Au début, ils étaient 5. Une semaine plus tard, ils étaient 20. Les chaises manquaient, certains restaient debout, d'autres s'asseyaient sur des caisses.
Reynolds, désormais calme et concentré, prenait des notes avec une rigueur qui surprenait même Alvarez. Fini le capitaine insolent. Il arrivait toujours le premier, partait le dernier. Alyssa l'utilisait comme assistant sans jamais le flatter. Reynolds calcule la densité d'air à 12 000 mètres selon ses valeurs. Il s'exécutait, corrigeait ses erreurs, recommençait. Chaque faute devenait une leçon. Elle ne criait jamais, mais ses silences suffisaient à enseigner. Le bruit du vent s'invitait parfois à travers les interstices du hangar, couvrant les crayons et les voix. Alors elle s'interrompait, fermait les yeux, écoutait. « Voilà, disait-elle. »« Quoi ?» demandait un jeune pilote. « Ça, c'est le vrai manuel de vol. » Reynolds comprit peu à peu que le « quiet flight », comme elle l'appelait, n'était pas seulement un apprentissage technique, c'était une philosophie, un retour à l'essentiel, apprendre à écouter avant d'agir, à lire le monde avant de le défier. Une nuit, Alyssa arriva plus tard que d'habitude. Elle avait dans les mains une plaque de métal poli. Elle la posa au-dessus de la porte du hangar. Les élèves se rapprochèrent pour lire l'inscription. Le silence est une compétence. Ce soir-là, elle donna un cours différent. Pas de chiffres, pas de cartes. Elle parla d'humilité. Le ciel ne récompense pas la fierté. Il teste la patience, la précision et le respect. Ses yeux balayèrent dans la salle. Vous voulez être des pilotes d'élite, alors oubliez la compétition, cherchez la maîtrise. Personne n'osa répondre. Même les plus jeunes, impressionnés, restaient immobiles. À mesure que les semaines passaient, les effets se firent sentir sur la base. Les vols de jour étaient plus fluides, les communications radio plus sobres. Les pilotes se corrigeaient entre eux sans arrogance. Le major Peterson, d'abord sceptique, nota dans ses rapports une amélioration significative de la cohésion et de la discipline. Le colonel Whitmore vint un soir observer en silence depuis la porte du hangar. Il vit une trentaine d'hommes et de femmes écouter Alyssa parler de turbulences et de souffles laminaires comme d'une poésie. Reynolds, debout près du tableau, expliquait la propagation d'un flux d'air avec des gestes précis. Alyssa le regardait faire sans un mot, un éclat d'orgueil tranquille dans le regard. « Vous avez créé quelque chose ici, » dit Whitmore après la séance. « Je n'ai rien créé, » répondit-elle. « Vous avez transformé la base. »« Non, colonel. Ils se sont transformés eux-mêmes. Le lendemain, un message arriva du commandement central. Méthode Quiet Flight signalée. Demande de documentation. » Alyssa lut le message, resta immobile un moment, puis l'effaça. Elle n'écrirait aucun manuel. Le Quiet Flight ne devait pas devenir une procédure, c'était un héritage vivant. Reynolds la rejoignit plus tard. « Vous auriez pu être promu, » dit-il doucement. « Et perdre ce hangar ? Non, merci. » Il sourit. « Vous savez, j'ai revu mes anciens journaux de vol. Tout ce que j'ai appris sur la vitesse, la force, la stratégie, ne vaut rien sans ça. » ajouta-t-il en pointant la plaque au-dessus de la porte. Alyssa inclina la tête. « Alors enseignez-le à votre tour. » Et c'est ce qu'il fit. Bientôt, Reynolds commença à diriger certaines sessions. Il parlait aux jeunes pilotes de concentration, de respiration, de la sensation du vent sous les ailes. Ses élèves l'écoutaient avec la même attention qu'il réservait à Alyssa. L'ancien capitaine arrogant était devenu un instructeur patient, précis. Un soir, alors que tout le monde rangeait ses carnets, il resta seul un instant avec elle. « Vous avez changé ma façon de voler, » dit-il. « Non, » répondit-elle, « je t'ai juste appris à écouter. » Le hangar 12 s'éteignit lentement. Dehors, le désert vibrait dans la chaleur nocturne. Les étoiles brillaient, immobiles. Et sur la porte de métal, la lumière de la lune fit luire la plaque comme une promesse silencieuse. Quiet Flight, pour ceux qui veulent entendre le ciel avant de le conquérir. Des années passèrent. Redstone avait changé de visage. Là où autrefois régnait la rivalité et les moqueries, il y avait désormais un calme étrange. Une forme de concentration collective. Les nouveaux pilotes apprenaient avant tout à se taire. Avant chaque vol, ils fermaient les yeux quelques secondes, écoutant le souffle du vent sur les ailes comme une prière silencieuse. Le « Quiet Flight » n'était plus un secret, mais il ne figurait toujours dans aucun manuel. C'était un rituel, transmis oralement, un murmure d'un pilote à l'autre. On racontait que tout avait commencé dans un vieux hangar, avec une femme que personne ne respectait
et qui avait enseigné à une base entière la seule chose que les machines ne pouvaient pas apprendre: écouter. Alyssa Grant, elle, avait refusé toute promotion. Le colonel Whitmore avait insisté. Le commandement avait proposé un poste d'instructrice principale. Elle avait décliné. Elle préférait rester là, dans ce hangar usé, entouré de silence et de poussière. Son T-38, repeint d'un gris mat, trônait toujours au fond, prêt à décoller, même si ses ailes avaient cessé de voler depuis des mois. Une nuit d'hiver, alors que le vent balayait les dunes autour de Redstone, Reynolds entra dans le hangar. Il avait changé. Cheveux plus clairs, regard plus calme, mains marquées par les années, sur sa combinaison, le grade de commandant d'escadrille. Il trouva Alyssa assise sur une caisse, regard perdu vers la piste. « Le ciel dort ce soir, » dit-elle sans se tourner. « Il attend que vous reveniez, » répondit Reynolds. Elle sourit. « Je crois qu'il ne m'attend plus. » Il s'assit à côté d'elle, posa sur la table une boîte métallique. « J'ai retrouvé ça. Dedans, une plaque gravée. SPC 77, Spectre. » Elle passa le doigt sur les lettres effacées. Je pensais qu'elle avait disparu. Non, on l'a retrouvée dans les archives. Vous étiez classée inactive. Pas morte. Alyssa rit doucement. C'est déjà ça. Le vent soufflait à travers le hangar, jouant avec les feuilles de papier restées sur la table. Reynolds la regarda longuement avant de murmurer. Vous savez, on a ouvert un nouveau centre de formation. Ils veulent l'appeler Quiet Flight Academy. Qui enseigne? Vos anciens élèves, Parker, Vega et moi. Elle hocha la tête, visiblement émue. Alors le vent continue de parler. Ils restèrent silencieux un long moment. Le bruit lointain d'un moteur brisa la tranquillité. Un vol d'entraînement de nuit. Alyssa leva les yeux vers le ciel, observa la lumière clignotante d'un avion qui montait dans l'obscurité. « Il vole bien, » murmura-t-elle. « Il applique vos leçons. » Alors il vole avec le vent, pas contre lui. Le lendemain matin, le soleil d'hiver se leva sur une base immobile. Un message circula discrètement dans les couloirs. Alyssa Grant, capitaine, Spectre, retrait du service actif. Elle avait quitté la base avant l'aube, laissant derrière elle un simple mot sur la porte du hangar 12. Écoutez, le ciel parle encore. Des années plus tard, la plaque Quiet Flight brillait toujours au-dessus de l'entrée. Les jeunes recrues ignoraient parfois son origine, mais toutes connaissaient le rituel. Avant chaque vol, un instant de silence. Une seconde pour sentir la direction du vent, pour comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de vitesse ou de puissance, mais d'harmonie. Le commandant Reynolds, désormais instructeur principal, observait souvent les décollages depuis la tour. Chaque fois qu'un appareil prenait son envol, sans un mot inutile à la radio, il savait qu'Alyssa avait réussi. Le PAC, Quiet Flight, n'était plus une méthode, c'était une culture. Un soir, au crépuscule, alors que la base s'endormait, il entra dans le hangar 12. Le T-38 était toujours là, couvert de poussière, mais intact. Sur le tableau noir, on pouvait encore lire les mots à moitié effacés. Vent, silence, observation. Il prit la craie, compléta lentement, héritage, puis il posa la craie, se tourna vers la porte et resta immobile un moment. Le vent passa doucement, soulevant la poussière autour de lui. Dans le murmure de l'air, il crut entendre une voix calme, presque familière. Ne cherche pas à dominer le ciel, apprends à l'écouter. Il ferma les yeux. Et dans le silence parfait de la base endormie, on aurait juré entendre un vieux moteur s'allumer quelque part, un souffle discret dans la nuit, comme si Spectre Joie décollait une dernière fois. Le vent s'éleva, traversa Redstone et perdit son écho au-dessus du désert. Mais pour ceux qui savaient écouter, il ne s'éteignit jamais vraiment.